Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mon nom est Philippe de Longueville et je vais vous parler des métiers des mathématiques. Et je vais commencer par partager mon écran puisque je vous ai préparé quelques slides à ce sujet. Voilà, voilà. Mettre en mode de présentation. Voilà, métier des mathématiques. C'est une conférence qui est organisée dans le cadre du Printemps des sciences 2021 et que j'ai enregistrée de sorte à ce qu'elle puisse être facilement réutilisée. Donc, je suis moi-même un étudiant, un ancien étudiant, je ne suis plus étudiant, je suis un ancien étudiant de l'UCL en mathématiques. J'ai un master en mathématiques et par la suite, j'ai fait un master en sciences actuarielles qui est une des spécialités que l'on peut faire après un bac en mathématiques aujourd'hui. Ça date d'il y a quelques années. Entre-temps, bien voilà, j'ai fait de mon métier les mathématiques et c'est de cela dont je voudrais parler. Pas uniquement de mon métier, mais bien entendu d'autres exemples de métiers des mathématiques. Donc, on va parler du mathématicien. Le mathématicien, c'est quelqu'un qui est d'une part formé en mathématiques et qui d'autre part utilise les mathématiques dans son métier au quotidien. Donc, c'est bien de ça dont on parle. J'ai ajouté, vous le verrez tout au long de la conférence, un certain nombre d'illustrations du chat. Le chat fait très souvent de l'humour sur base des mathématiques. Donc, c'est assez intéressant parce qu'il tourne souvent quelque part les mathématiques en dérision et c'est assez amusant. Donc, voilà, j'aime bien utiliser aussi ces exemples-là. Alors, voilà l'ordre du jour de cette petite conférence. D'une part, je voudrais introduire le sujet, parler de mon métier par la suite et puis parler d'autres métiers également. Nous avons une session de questions-réponses en l'occurrence puisque cette conférence est enregistrée. Si vous avez des questions, vous pouvez bien entendu me les envoyer par mail. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Commençons par ce petit préambule et j'ai l'habitude de commencer ces conférences en demandant d'abord qui connaît des mathématiciens. Souvent, dans son entourage, on en connaît l'un ou l'autre et souvent on connaît des profs de mathématiques, qui est un magnifique métier. Mais la question devient qui connaît un mathématicien qui n'enseigne pas. Et souvent, là, les gens connaissent moins de monde. Il faut savoir qu'il n'y a pas énormément de mathématiciens. C'est un diplôme relativement peu fréquenté, si je puis dire. Et puis, on ne se rend pas bien compte souvent, on ne connaît pas toujours bien ce qu'ils peuvent faire dans l'entreprise ou dans les organisations. Et au niveau du choix des études, je voudrais vous raconter deux anecdotes. La première, c'est l'anecdote qui concerne Amélie. Alors, vous ne connaissez pas Amélie, mais Amélie était une jeune fille qui jouait dans l'équipe d'interclub de mon épouse. Vous allez me dire où est le lien avec les mathématiques? Ben, il est très simple. Je connaissais un petit peu Amélie, puis je l'avais rencontrée quelques années plus tard. Puis je lui demande ce qu'elle devient, et elle me dit ah ben au départ, j'avais envisagé de faire les mathématiques, mais je ne voyais pas du tout ce que je pouvais faire avec un diplôme de mathématiques, donc j'ai fait des études de marketing. Très bien entendu, elle menait bien sa barque, et je n'ai évidemment rien contre le marketing, mais j'avais trouvé à l'époque extrêmement dommage que quelqu'un qui aime les mathématiques ne se lance pas dans ses études en pensant qu'il n'y a pas de débouchés, ou en ne connaissant pas les débouchés. Et c'est ça qui m'a motivé depuis de parler des métiers des mathématiques. Et si je reviens encore un peu plus longtemps en arrière et que je vois mon cas, moi aussi, quand j'ai terminé mes humanités, que j'aimais les mathématiques et pour moi c'était un choix relativement clair, eh bien, on m'a quand même mis sur la table d'autres pistes sous prétexte que voilà, il n'y avait peut-être pas beaucoup de débouchés. Alors on est 30 ans plus tard, donc les choses peuvent avoir changé, mais je reste convaincu que quand on se lance dans les études, on doit faire ce qu'on aime et pas tout de suite penser en fonction des débouchés, parce qu'on fait surtout bien ce qu'on aime bien. Et donc voilà, moi je ne m'étais pas posé la question du débouché. En l'occurrence, quand j'ai eu fini mes études, il y avait énormément de travail pour les mathématiciens, donc ça ne posait aucun problème, j'ai eu beaucoup de chance. Mais voilà, j'ai trouvé dommage qu'on me mette, je ne vais pas dire des bâtons dans les rouges, mais qu'on remette un peu mon choix en question sur une question de débouché. Il y a beaucoup de débouchés pour les mathématiciens et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui.
Et puis, je voudrais aussi aller à l'encontre d'une idée reçue, puisque tout le monde pense que pour faire les maths, il faut ce qu'on appelle la bosse des maths. Il faut aimer les mathématiques pour étudier les mathématiques. Moi-même, je n'étais pas le premier de la classe en mathématiques. J'avais des condisciples qui étaient bien meilleurs que moi. Mais par contre, j'aimais beaucoup. Et bien sûr, j'avais certaines prédispositions, mais il ne faut pas nécessairement être la super tête pour entamer des études de mathématiques. Il faut surtout aimer, puisque quand on étudie les mathématiques, c'est un diplôme où donc on va effectivement avoir des cours de maths en grand nombre, ce qui est assez normal. Ce que je voudrais aussi souligner dans ce préambule, c'est que les mathématiciens sont en moyenne des gens heureux au travail. Et pour argumenter cette constatation, j'utilise les résultats d'une enquête qui est faite chaque année par un site internet, c'est un site américain qui s'appelle careercast.com et qui fait une enquête sur les meilleurs et les pires métiers sur base de 5 critères. Et voilà, j'ai repris les résultats de 2019, donc les derniers résultats disponibles, et puis ceux de 2010. Et vous voyez en bleu ce qui est souligné, voilà, les mathématiciens ou les statisticiens, c'est-à-dire ceux qui appliquent cette discipline des mathématiques, à savoir la statistique, dans leur travail, ou, et on en parlera, les data scientists, ça ne se traduit pas vraiment en français, les scientifiques des données, c'est un boom actuel dans l'entreprise et on y reviendra. Et vous voyez qu'ils sont très bien placés en 2019. Ça n'existait pas en 2010 en tant que tel. Donc l'actuaire qui est de nouveau le spécialiste, le mathématicien spécialisé dans les assurances, les pensions et la finance. Donc vous voyez qu'on retrouve dans le top 10 beaucoup de métiers des mathématiques et c'est une très bonne chose pour eux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, les mathématiciens sont des gens épanouis dans leur travail. Ça, c'est vraiment intéressant de le savoir. Quelles sont les qualités particulières que les employeurs recherchent chez des mathématiciens? La première, c'est clairement la rigueur et la logique. Voilà, qui sont à toute épreuve. Il est clair qu'on est formé à la rigueur. Les mathématiques, c'est l'école de la rigueur et bien entendu, c'est la logique par excellence. Donc, on développe vraiment ces qualités, ce qui permet de traiter les problèmes de façon voilà, très rigoureuse. Le mathématicien aussi a une capacité à raisonner à l'aide de concepts. Donc, il peut faire des raisonnements conceptuels, des raisonnements qui tiennent compte de tout les possibilités, qui ne sont pas juste basées sur des cas particuliers ou sur une partie de l'histoire. La troisième chose, c'est la modélisation et la confrontation de la modélisation avec l'expérimentation. Et il y a un maître mot dans les métiers des mathématiques, c'est effectivement la modélisation, je vais y revenir. Et puis, voilà, la maîtrise des outils mathématiques de pointe. C'est-à-dire que le mathématicien maîtrise ces outils-là, et en particulier tous les modèles. Et les modèles, ça s'utilise dans énormément de domaines et c'est vraiment une grande chose. Et comme je l'ai dit, un mot-clé dans les applications, c'est la modélisation. Alors, un modèle, ça peut être quelque chose de simple comme quelque chose de très sophistiqué. Ce qu'il faut ne jamais oublier, par contre, c'est que dans tous les cas, ou presque tous les cas, le modèle est imparfait. Un modèle, il reproduit une réalité, mais la réalité, elle est toujours complexe, beaucoup plus complexe parfois que le modèle. Donc le modèle, il donne une vue simplifiée de la réalité, mais néanmoins, c'est quand même très utile dans un certain nombre de cas. Et donc, il faut savoir que si on simplifie les choses, on a un risque que le modèle ne traduise pas tout à fait bien la réalité. Et on va voir extrêmement précis à des modèles relativement peu précis. Ça dépend des cas, des domaines d'application, etc. Et j'aime bien la phrase du professeur Box, hein, ceux qui ont étudié ou qui étudieront les séries chronologiques et ils découvriront les fameux modèles de Box et Jenkins. Hein, c'est voilà, le professeur Box a donné son nom à des modèles économétriques et ce que lui dit, c'est que voilà, essentiellement tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Donc toujours ne jamais oublier que un modèle donne un reflet simplifié de la réalité. Alors,
Les métiers des maths, ben moi j'en ai fait essentiellement deux grands, donc je voudrais commencer par là, parce que c'est ce que je connais le mieux avant d'aller dans d'autres métiers de façon un peu plus synthétique. Et donc mon métier, pendant de nombreuses années, ça a été de faire de la réassurance. Alors vous connaissez l'assurance et les compagnies d'assurance. Donc les compagnies d'assurance, ben, elles vous assurent en cas d'accident, en cas de maison qui brûle, en cas de décès, etc. Donc le principe de l'assurance. Mais les assureurs sont parfois confrontés à des sinistres extrêmement chers. Par exemple, en cas de tempête, en cas d'explosion, on verra un certain nombre de cas. Et eux-mêmes s'assurent. Donc, parfois, les sinistres sont trop importants pour eux et ils font appel à un réassureur pour couvrir une partie du sinistre. Et ça s'appelle la réassurance. Donc, là, c'est l'assurance des compagnies d'assurance. Et c'est un domaine où on utilise beaucoup de modélisation, j'y reviendrai. Et puis, mon métier actuel, c'est d'être responsable de la gestion des risques d'une compagnie d'assurance. Et là aussi, on utilise un certain nombre de modèles et je donnerai un exemple plus précis. Alors, les maths et l'assurance. Donc, l'assurance, comment ça fonctionne? Ça fonctionne sur base de la mutualisation des risques. Donc, chaque assuré paye une prime. Et avec toutes ces primes qui représentent un montant important d'argent, puisque imaginez la compagnie pour laquelle je travaille, nous avons 1 million d'assurés. Si 1 million d'assurés payent une prime, ça fait beaucoup d'argent. Et avec cet argent, on paye les sinistres. Tout le monde n'a pas de sinistre, tout le monde n'a pas sa maison qui brûle, tout le monde ne fait pas d'accident de voiture, etc. Mais un certain nombre de gens. Mais avec le total des primes, il faut qu'on ait assez pour payer le total des sinistres. Et on a quelque chose d'assez particulier à l'assurance, qui est ce qu'on appelle l'inversion du cycle de production, c'est-à-dire qu'au moment où je touche les primes d'assurance de mes clients, je ne connais pas encore le montant des sinistres. Donc je vends un produit dont je ne connais pas le montant. Si vous comparez à un fabricant de voitures, quand il met la voiture sur le marché, il connaît exactement le prix que la voiture a coûté pour être construite, ce qu'on appelle le prix de revient. Donc, il connaît le salaire, il connaît le prix des matériaux, il connaît le prix des locations, il connaît le prix des machines, etc. Donc, il a la somme de tous ces coûts et cette somme fait par véhicule autant. Et alors, il rajoute une marge bénéficiaire et il vend son produit. Donc, il connaît exactement son bénéfice au moment où il vend le produit. L'assureur, il ne le connaît pas, il vend quelque part une promesse. Et donc, il faut estimer le nombre de sinistres que l'on va avoir pour être certain qu'on a assez de primes pour payer tous les sinistres. C'est ça toute la caractéristique de l'assurance et l'inversion du cycle de production. Et un outil qu'on utilise énormément en assurance, ce sont les probabilités et en particulier les variables aléatoires. Donc, je ne vais pas donner un cours de maths aujourd'hui, mais un tout petit peu quand même pour vous expliquer comment tout ça s'utilise dans l'assurance et dans la réassurance. On va faire ça de façon très simple. Pour expliquer les variables aléatoires, le plus facile, à mes yeux, c'est de prendre l'exemple du dé. Quand vous lancez un dé, vous ne connaissez pas le résultat. Par contre, vous connaissez l'ensemble des résultats possibles. Vous savez que le résultat sera 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, si c'est un dé classique à 6 faces. Donc, ce que vous ne connaissez pas, c'est si c'est 1 qui va sortir, 2 qui va sortir, ça vous ne le connaissez pas. Par contre, vous en connaissez la probabilité. C'est-à-dire que vous le savez qu'il y a une chance sur 6 que ce soit le 1 qui sorte. Il y a une chance sur 6, que ce soit le 2 qui sorte, etc. Donc, en fait, chaque résultat est ce qu'on appelle équiprobable, donc il a la même probabilité, et c'est 1/6. Alors, vous pouvez montrer ça, on peut s'amuser à faire ce genre d'expérience, c'est qu'il faut un peu de patience, ou alors vous utilisez un ordinateur. Mais si vous jetez 10 fois un dé, bien entendu, vous allez observer peut-être 3 fois le 1, une fois le 2, aucun résultat sur le 3, etc. Vous aurez 10 résultats avec un certain nombre de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 et de 6. Si vous rejetez 10 fois les dés, vous n'allez plus avoir le même résultat. Vous aurez peut-être un peu plus de 1 et moins de 2, etc. Donc, chaque fois, le résultat va être différent. Mais si vous lancez maintenant un nombre très, très important
2 fois le D, vous allez voir que le nombre de 1 se rapproche à ce moment-là très fort du nombre de 2, du nombre de 3, du nombre de 4, du nombre de 5 et du nombre de 6. Et si vous lancez un nombre infini de fois le D, ce qui est une vue théorique des choses, vous aurez exactement le même nombre de résultats sur le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Voilà, on peut simuler avec un ordinateur et montrer ça facilement. Et donc, la probabilité, c'est ça, c'est la fréquence théorique du nombre de cas qui vont sortir. C'est quelque chose qu'en général, on connaît assez bien puisque tout le monde a joué avec des dés. Une variable aléatoire, c'est ça, c'est une variable dont on connaît tous les résultats, en l'occurrence ici de 1 à 6, et la probabilité associée à chaque résultat. C'est ça une variable aléatoire. En assurance, je vous l'ai dit, ce qui nous intéresse, c'est de connaître le coût total des sinistres, puisqu'on reçoit les primes et après on devra payer les sinistres. On voudrait, pour pouvoir fixer nos primes, estimer le mieux possible les sinistres que nous aurons à payer. Et pour ça, en fait, on utilise 2 variables aléatoires, puisque qu'est-ce qu'on ne connaît pas en assurance? On ne connaît pas, le nombre de sinistres. Est-ce qu'il va y avoir 1, 2, 3, 10, 100 sinistres? Par contre, on connaît tous les cas possibles. Il y en a 1, il y en a 2, il y en a 3, il y en a 4, etc. Et puis, quand un sinistre survient, on ne connaît pas le coût. Est-ce qu'il va coûter 1 000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros? Et ça aussi, ça peut être décrit par une variable aléatoire. Donc, avec 2 variables aléatoires, la première, c'est le nombre de sinistres, et la deuxième, c'est le coût de chaque sinistre. On peut décrire le total des sinistres. Et c'est la formule qui est reprise ici. J'ai mon premier sinistre, grand X1. Je fais la somme avec le deuxième sinistre, grand X2. J'en ai combien? J'en ai grand N, qui est lui-même une variable aléatoire. Donc, j'ai un nombre aléatoire de sinistres dont le coût est lui-même chaque fois aléatoire. Et pour estimer ma prime, la prime dont j'ai besoin, eh bien, je vais calculer la moyenne de ceci. Donc, en moyenne, combien vont me coûter les sinistres? Et c'est ce qu'on appelle l'espérance mathématique. Vous verrez ça si vous étudiez les mathématiques. Et ici, je fais juste une petite parenthèse. Parfois, quand on étudie en 6e humanité les intégrales, on se demande un peu à quoi ça sert. Voilà une belle application pour calculer la probabilité que grand X, donc que le coût du sinistre, soit plus petit qu'un certain montant X, j'ai besoin d'une intégrale pour le calculer. On ne va pas faire de calcul ici. Juste pour vous montrer, j'en profite, les intégrales, oui, bien entendu, c'est extrêmement utile et ça s'utilise beaucoup, par exemple, pour calculer des probabilités. Voilà. Si je fais maintenant le pas vers la réassurance, comme je l'ai dit, c'est l'assurance des compagnies d'assurance. Donc, la problématique fondamentale est la même. Je demande une prime à mon assureur et en contrepartie, je vais intervenir dans les grands sinistres. Mais grands sinistres, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a peu d'observations. Des grands sinistres, il n'y en a pas beaucoup. Des petits sinistres, il y en a beaucoup. Des grands sinistres, il y en a beaucoup moins. Et ils coûtent très cher. C'est ce qu'on appelle la sévérité. Ils ont une grande sévérité. Donc, comme on a peu d'observations, pour calculer les primes de réassurance, on a d'autant plus besoin d'un modèle. Et le modèle qu'on utilise, alors je voudrais, avant de passer au modèle, vous donner des exemples. C'est quoi des grands sinistres pour un réassureur? C'est par exemple des tremblements de terre. La Belgique est fort préservée, mais ceux qui s'en souviennent, en 2011 au Japon, le Japon est très sensible aux tremblements de terre. Il y a eu un terrible tremblement de terre qui a provoqué un tsunami et des dégâts phénoménaux, et entre autres, des dégâts à la centrale nucléaire de Fukushima qui ont eu des conséquences assez dramatiques. Donc voilà, ça n'arrive pas souvent, mais ça coûte très très cher. Il y a tout ce qui est tempête, ouragan, cyclone, typhon. De nouveau, la Belgique est peu sujette à des tempêtes. Attention, de temps en temps, il y en a, et même des très importantes, mais ça n'arrive pas souvent. Les dernières datent essentiellement de 1990, donc ça remonte à 30 ans. Les dernières importantes, mais vous savez, chaque année sur les Caraïbes, sur la côte américaine, on a des ouragans plus ou moins sévères, et là, c'est beaucoup plus fréquent. Il y en a en Asie aussi, qu'on appelle typhon, mais c'est chose. Donc voilà, à date,
L'ouragan qui a fait le plus de dégâts, c'est l'ouragan Katrina en 2005, qui a notamment touché la Louisiane. C'était absolument terrible. Donc voilà, ça n'arrive pas souvent, malgré tout, ça coûte très cher. Les inondations, c'est une image des inondations à Tubize en Belgique. Hein. Nous ne sommes pas du tout épargnés par ce genre de phénomène et ce n'est pas gai du tout quand on a de l'eau, dans ces cas, avoir 1 mètre d'eau dans son living. Le terrorisme, hein, donc là on n'est plus dans les catastrophes naturelles, mais dans les catastrophes qu'on dit plutôt humaines. Et en 2001, voilà, il y a eu ces terribles attaques sur les Twin Towers à New York, absolument dramatiques. Voilà, des images de sinistres importants en automobile, un bus dans un tunnel en Suisse qui a heurté une colonne, un bateau qui s'est échoué en 2012, le Costa Concordia, en passant trop près des côtes, et un incendie dramatique en 2012 à la rue Neuve. Donc vous voyez que ces sinistres coûtent énormément d'argent aux assureurs et donc ils sont couverts en partie par des réassureurs. Donc, on en revient à ma réassurance et la réassurance, en général, ça fonctionne comme ceci. L'assureur dit, voilà, au-delà d'un seuil que j'appelle ici P, c'est le réassureur qui intervient. Donc, tant que le sinistre, imaginez que P, ça vaut 10 millions, tant que le sinistre ne coûte pas plus que 10 millions, c'est l'assureur qui paye. Si le sinistre coûte plus que 10 millions, la partie au-delà des 10 millions est payée par des réassureurs. C'est ce qu'on appelle une couverture en excédent de sinistre. Je vais utiliser le même modèle. Hein, je m'intéresse au coût total des sinistres pour le réassureur. Je vais utiliser le même modèle, à part que le nombre de sinistres, c'est le nombre de sinistres plus grand que mon seuil P, donc le nombre de grands sinistres. Et le coût, c'est aussi le coût d'un sinistre pour autant qu'il dépasse le niveau P, donc c'est un sinistre qui coûte cher. Mais le modèle à la base est le même que celui qu'on avait vu tout à l'heure, le fameux modèle collectif de risque. Et après, il faut trouver voilà, des façons de déterminer N et X. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il existe toute une série de modèles que l'on peut ajuster sur base de données réelles pour avoir le modèle qui reflète au mieux la réalité du réassureur. Une autre application de modèles en assurance, là on touche beaucoup plus la gestion des risques. Donc, comme je l'ai expliqué, en assurance, vous ne connaissez pas le coût des sinistres à l'avance. Et il est possible que ce coût des sinistres soit beaucoup plus élevé que prévu. Imaginez donc que vous n'avez pas assez de primes pour payer les sinistres parce que voilà, il s'est passé toute une série de choses. Il y a eu plusieurs tempêtes sur l'année, alors que d'habitude, il y en a une tous les 10 ans, combinées à d'autres sinistres. Il y a eu une activité de sinistre beaucoup plus importante que prévu. Dans ce cas-là, votre prime, elle est basée sur la moyenne des sinistres. Si vous avez une grande déviation par rapport à ce qu'on observe d'habitude, vous avez un problème parce que votre prime n'est pas suffisante pour payer les sinistres. Et donc, les assureurs, ils doivent avoir du capital à côté. Ils doivent avoir une réserve d'argent qui leur permet de payer les sinistres même si la prime n'est pas suffisante. Et la question devient donc combien de capital doit disposer d'un assureur pour pouvoir fonctionner correctement. Donc, il faut un capital minimum pour éviter qu'il ne fasse faillite au cas où les sinistres coûteraient trop cher. Et pour ça, on a besoin d'un modèle qui décrit toutes les activités de la compagnie d'assurance et qui permet de simuler le résultat de la compagnie, quelles que soient les situations, c'est-à-dire des situations où il n'y a pas beaucoup de sinistres, et dans ce cas-là, je fais un résultat très positif, ou des situations où il y a beaucoup de sinistres, et là, on est à gauche de l'axe, je suis dans la zone négative, là, je fais une perte. Alors, on ne peut pas garantir qu'on pourra payer toutes les pertes possibles et imaginables, parce qu'on peut toujours imaginer un nombre de sinistres extrêmement élevé qui pose problème, mais on va fixer une probabilité de tolérance, c'est-à-dire, on va dire, j'accepte que la société ne soit pas à même de payer tous les sinistres, mais une fois tous les 200 ans, par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une probabilité de 0,5%. C'est une façon de traduire les probabilités en jargon, c'est de dire, voilà, je vais fixer le capital dont l'assureur a besoin de sorte à ce que
il ne fasse pas faillite plus qu'une fois tous les 200 ans. Vous allez me dire, il fait quand même peut-être encore faillite. Oui, on ne peut pas empêcher qu'une société ne fasse jamais faillite, ou alors il faudrait un capital infini, donc ça, ce n'est pas possible. Mais on le fixe à un niveau très, très prudent pour éviter qu'en tout cas, ça n'arrive que très, très rarement. Et pour ça, voilà, ça s'explique sur un graphe, mais en réalité, c'est un modèle très sophistiqué qui doit intégrer tous les types d'assurances que fait la compagnie et modéliser la façon dont se comportent les sinistres de chacune des branches. Et puis après, il faut regrouper tous les résultats ensemble, tenir compte de l'avantage de la diversification, etc. Donc, c'est un travail typiquement de mathématicien de construire ce genre de modèle qui est donc indispensable pour fixer le capital dont l'assureur a besoin. Voilà, j'en ai fini avec mon métier d'assureur, mon métier de réassureur. Je vais maintenant parcourir un certain nombre d'autres exemples dans d'autres domaines. Voilà tous les domaines. On a déjà couvert l'assurance et les réassurances. Je vais couvrir tous ces domaines-là. Et j'ai mis 3 petits points parce qu'il faut bien se dire que les applications des mathématiques ne sont pas limitées à ces domaines-là. Ce sont bien sûr des domaines très importants pour l'application des mathématiques, mais on en trouve d'autres également. Boom très récent, c'est le boom des sciences des données. Et je voudrais commencer par un exemple que tout le monde connaît, certainement dans la jeune génération, c'est Netflix. Alors, je ne suis pas là pour faire la promotion de Netflix, c'est juste pour utiliser Netflix à titre d'exemple. Mais quand vous regardez une série ou un film sur Netflix, à la fin, alors si c'est une série, il vous propose l'épisode suivant, ça c'est facile, mais si vous arrivez au bout du film ou au bout des 10 épisodes, par exemple, de la série, il vous propose autre chose, une autre série, un autre film. Et sur quelle base vous propose-t-il ça? En fait, il y a tout un travail qui a été fait pour vous proposer ce que normalement vous allez préférer. Et comment sont-ils capables de déterminer cela? Eh bien, Netflix récolte en réalité toutes les données liées à l'utilisation que vous faites de Netflix. Je vais prendre un exemple très simple. Si vous ne regardez que des films d'action, après votre film d'action, il va vous proposer un autre film d'action. Ça, c'est très simple, évidemment. Mais de façon plus compliquée, il observe tous les comportements que vous avez sur Netflix, donc tout ce que vous regardez, combien de temps vous regardez, à quelle heure, etc. Et en fonction de tout ça, il va vous proposer ce que le modèle donne comme la série ou le film que vous devriez préférer. Et derrière tout ça, bien, ce sont des mathématiciens qui élaborent les modèles sur base des données qu'ils collectent. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça aujourd'hui la science des données? Parce qu'il y a de plus en plus de données disponibles. Donc, auparavant, on récoltait les données de façon sporadique, tandis qu'aujourd'hui, avec Internet, avec les appareils mobiles, on est capable de collecter énormément de choses sur vous. Et vous le voyez avec les applications sur votre smartphone qui vous permettent de faire plein de choses. Tout ça est basé sur ces volumes très importants de données qu'on collecte. Et pour traiter des énormes volumes de données, il faut d'une part des techniques particulières et aussi connaître l'informatique pour traiter ces grands volumes de données. Donc, aujourd'hui, les sciences des données, à l'UCL, depuis quelques années, il y a un master en sciences des données qui combine effectivement des cours d'analyse des données, donc les modèles, les statistiques nécessaires à l'étude de grands volumes de données, et puis aussi les techniques pour mettre en œuvre les choses, puisque l'utilisation, les mathématiques, un modèle mathématique, quand vous l'utilisez, vous devez le programmer, et c'est l'ordinateur, bien sûr, qui fait fonctionner le modèle. Donc voilà, c'est devenu vraiment une énorme tendance. C'est aussi une tendance en assurance, je ne vais pas y revenir, on peut en parler aussi à d'autres occasions, mais voilà, l'exemple de Netflix est un exemple que tout le monde connaît bien. Alors, les maths et l'enseignement, je ne vais pas en parler puisque vos professeurs sont les mieux placés pour en parler. Simplement rappeler que voilà, on a encore et toujours besoin d'enseignants en mathématiques. Sans les enseignants en mathématiques, on n'a pas de mathématiciens et on n'a pas non plus les bases en mathématiques qui sont nécessaires dans beaucoup d'autres études et beaucoup d'autres métiers.
Et bien sûr, les maths, ça commence à l'école primaire jusqu'à l'université. On enseigne ça tout au long du cursus, c'est très important. Les maths et la physique, pourquoi en parler? Parce que mais la physique, c'est le premier domaine d'application des mathématiques, depuis déjà des centaines, voire des milliers d'années. Et donc, il y a des exemples en nombre, et je vais en citer quelques-uns. D'ailleurs, les études de physique et les études de maths au niveau du baccalauréat, les 3 premières années, elles sont très proches. Vous pouvez d'ailleurs, après une première année en maths, passer en deuxième année physique et inversement. Donc, les physiciens ont beaucoup de cours de maths parce qu'on ne peut pas faire de physique moderne et sophistiquée sans les mathématiques qui vont avec. Alors, l'homme que vous voyez en haut à droite, c'est Isaac Newton, physicien, un des plus grands physiciens que la Terre ait connu. Et la mécanique de Newton a été vraiment une révolution. Hein. Son livre de 1687, hein, quand je disais il y a des centaines d'années, a vraiment montré que c'était les mêmes lois physiques qui décrivaient les mouvements au niveau de la Terre, donc les mouvements que nous vivons comme humains sur la Terre, et les mouvements des planètes. Ce sont les mêmes lois physiques, simplement, les masses et les distances sont très différentes. Et donc ça, c'était tout à fait unique. Et il faut aussi savoir, quand on dit que certains modèles sont précis, d'autres moins, les formules mathématiques établies par Newton sont d'une précision remarquable. On est capable de prédire sur cette base le mouvement des planètes avec une précision absolue. Donc ça, c'est tout à fait remarquable. Et le monsieur en bas à gauche qui est caricaturé, c'est Albert Einstein, dont certainement vous avez entendu parler. Et donc, les mathématiques, ça permet aussi d'anticiper des découvertes physiques. C'est ce que, dans le domaine de la physique, on appelle la physique théorique. Et par exemple, hein, vous avez déjà entendu parler des trous noirs, qui sont comment dois-je dire, des êtres qui existent dans l'espace et qui attirent toute la lumière autour d'eux. Ils ont été prédits en théorie bien avant qu'on ne les observe. Donc, ils sont très difficiles à observer puisque, par définition, ils absorbent tout ce qui les entoure. Mais néanmoins, ils avaient été prévus sur base de la théorie générale de la relativité qui est, je dirais, le chef-d'œuvre de Einstein entre 1907 et 1915. Mais plus récemment, vous avez peut-être entendu parler du boson de Higgs parce qu'un Belge a reçu le prix Nobel de physique grâce à des travaux établis avec donc Brout et Higgs, hein, c'est le professeur Engler qui est belge. Et en fait, ce qui est remarquable, c'est qu'ils ont prédit que dans les particules du modèle standard de la physique, donc le modèle standard de la physique regroupe un certain nombre de particules, dont certaines sont observées depuis longtemps, mais d'autres n'avaient jamais été observées. Mais eux avaient prédit en 1964 que le boson existait. Et on a seulement montré, on a pu réaliser une expérience qui montrait que le boson existait en 2012. Donc vous voyez, des dizaines d'années avant, ils avaient montré théoriquement que ça devait exister. Et après, on a effectivement prouvé que ça existe. Ce sont des particules qui sont infinitésimales et dont la durée, l'existence est très courte. Donc, elles sont très difficiles à observer. Donc, voilà, beaucoup de domaines d'application. Certains étudiants en humanité voient ce qu'on appelle les nombres complexes. Hein, donc, les nombres complexes, c'est une généralisation, une extension du monde des réels. Et donc, c'est au départ assez théorique. On peut se demander, mais à quoi ça sert? Eh bien, pour décrire le comportement des phénomènes ondulatoires et en électromagnétisme, eh bien, on utilise l'outil que sont les nombres complexes. Donc voilà, ça trouve son application en électromagnétisme, alors que quand on étudie cela, on n'a pas l'impression que ça va servir à quelque chose, si ce n'est à la beauté mathématique. Et donc voilà, encore une application, et voilà, toute la physique est basée sur des théories et des outils mathématiques, donc on pourrait multiplier les exemples. Donc les physiciens sont quelque part, souvent, des mathématiciens au travail dans la physique, si vous voulez.
Alors, la finance utilise aussi beaucoup d'outils mathématiques et ça va de choses relativement simples à des choses beaucoup plus compliquées. On va commencer par un exemple tout simple qui est le suivant. Vous versez au 1er janvier de chaque année 1 000 € pendant 20 ans sur un compte produisant 0,5% d'intérêt annuel. Les taux d'intérêt pour le moment sont très bas, donc 0,5%, ça n'est pas si mal. Donc vous versez 1 000 € pendant 20 ans. Cet argent génère un taux d'intérêt de 0,5%. Quelle est la valeur dans 20 ans de votre épargne? C'est 21 084 €. Donc, vous voyez que 20 000 €, c'est les 20 fois 1000, ça c'est facile. Et au-delà, il y a des intérêts de 1084. Alors, comment a-t-on calculé cela? Il y a une formule. Et vous pouvez essayer sur une feuille de papier ou en Excel et vous verrez que ça fonctionne. Et en fait, c'est une formule qui condense ce qu'on appelle les intérêts composés. Donc, la première année, il y a des intérêts. Ces intérêts vont eux-mêmes donner des intérêts la deuxième année, etc. Donc, les intérêts s'accumulent et c'est reproduit dans cette formule. Voilà, vous pouvez facilement vérifier que ça fonctionne. Deuxième exemple qui va vous occuper probablement un jour, si ça n'a pas encore été le cas, c'est le cas d'une maison pour laquelle vous faites un prêt à la banque. Et dans mon exemple, la banque vous prête 200 000 € à rembourser pendant 20 ans à un taux annuel de 1,5%. Quel est le montant de la mensualité? Pas évident, comme ça. On doit faire ce qu'on appelle un tableau d'amortissement. Ça utilise ce qu'on a vu au slide précédent, mais de façon répétée. Et donc, je peux vous dire que pour rembourser 200 000 € pendant 20 ans sur base d'un taux d'intérêt annuel de 1,5%, vous devrez payer 964,15 € par mois. Et si vous faites le total, vous allez donc payer 20 fois 12 fois les 964,15 €. Donc au total, vous rembourserez non pas 200 000 €, mais 231 396,37 €. En d'autres termes, vous payerez 31 396,37 € d'intérêt à la banque. C'est elle qui vous prête l'argent et pour ça, elle vous demande une rémunération via un taux d'intérêt. Et cette rémunération, au total, elle est là. Pour calculer cela, on a besoin de faire un tableau d'amortissement. Ce sont des formules mathématiques qui fonctionnent absolument très bien. Donc, quand on peut faire ça soi-même, c'est pratique parce qu'on peut faire les simulations des différents prêts. Je peux vérifier, et si j'emprunte sur 25 ans au lieu de 20 ans, et si le taux est de 1,2% au lieu d'1,5%, et si le montant est de 300 000 au lieu de 200 000, je fais faire mes différentes simulations pour voir chaque fois combien je dois rembourser. Troisième exemple, qui est plus compliqué, et je vais juste le citer. Donc, il s'agit de ce qu'on appelle une option call. Alors, c'est un produit dérivé, je vais rester extrêmement général, mais si vous partez de l'idée, voilà, vous partez d'une action d'une compagnie, donc une société, elle dispose d'un capital pour fonctionner. Tout à l'heure, je parlais d'une compagnie d'assurance qui devait avoir un capital minimum, c'est la même chose. Le capital, il est divisé en un certain nombre d'actions. Donc, quand vous avez une action d'une entreprise, vous disposez d'un morceau du capital de l'entreprise. Et les sociétés qui sont cotées en bourse, eh bien, le prix de l'action évolue continuellement en fonction de l'offre et de la demande. Si tout le monde veut acheter l'action, le prix monte. Ou si tout le monde veut la vendre, le prix baisse. Ça, c'est le jeu de l'offre et la demande. Une option call, c'est un produit qui vous donne le droit d'acheter une action à un prix fixé à l'avance. Donc, imaginez que l'action en question vaut 1 000 € aujourd'hui. Vous dites, moi, je veux avoir le droit d'acheter cette action à 1 000 € dans un mois. Elle vaudra peut-être 1 200. Dans ce cas-là, c'est une bonne affaire puisque vous l'achetez à 1 000 et elle vaut 1 200, vous gagnez 200. Par contre, elle peut valoir seulement 700. Dans ce cas-là, l'acheter à 1 000 n'a aucun sens puisqu'elle ne vaut que 700. Donc voilà, c'est ça une option call. Et pour pouvoir calculer le prix d'un tel instrument, on utilise des modèles mathématiques dont le plus célèbre est le modèle de Black and Scholes, qui sont donc voilà, deux mathématiciens
financiers célèbres pour avoir établi la formule qui permet de calculer le prix d'une option call. Donc, voilà, on est dans des domaines plus compliqués, il y a des produits dérivés encore plus compliqués. Voilà, il y a énormément d'applications. On trouve des mathématiciens, d'ailleurs, dans les salles de marché des banques pour calculer les prix de ce genre de produits. Alors, les mathématiques et l'informatique, ça, c'est vraiment des choses qui vont très, très bien ensemble, hein. Beaucoup de mathématiciens, soit se lancent carrément dans le métier de l'informatique, mais au-delà de ça, il faut savoir que pour faire des mathématiques appliquées, il faut utiliser l'outil informatique. Donc, pour développer ses propres modèles ou mettre en œuvre ses propres modèles, il faut les programmer. Et donc, il faut maîtriser l'informatique. Donc, le mathématicien au travail, il utilise, il programme lui-même aussi. Donc, ça, c'est clair que c'est un lien que l'on retrouve. On peut d'ailleurs, à l'UCL, faire un master en informatique après un bac en maths, pour autant qu'on ait fait une mineure en informatique. Donc, voilà, il y a un lien très clair. Et pourquoi est-ce qu'il y a un lien très clair? Parce que, je vous l'ai dit, la rigueur et la logique des mathématiques, ce sont des qualités, des mathématiciens, ce sont des qualités essentielles en informatique. Être capable de généraliser, travailler, c'est typique. Un programme informatique doit considérer tous les cas possibles, doit considérer des situations qui sont abstraites, on manipule des concepts, donc on est en plein dans ce que les mathématiciens font bien, et les outils dont on parle, voilà, des vecteurs, des matrices, des indices, tout ce genre de choses, des algorithmes, c'est tout ça qu'on utilise en informatique. Et je vais prendre un exemple que tout le monde connaît. Si Google, ça marche aussi bien, c'est ce moteur de recherche qui vous permet quand même, moyennant quelques mots-clés, de très vite trouver de l'information pertinente. Pourquoi est-ce que c'est si efficace? Parce que derrière, les algorithmes mathématiques que des mathématiciens ont conçus fonctionnent bien. Donc, tout ça, toute la machinerie derrière Google, c'est des mathématiques, c'est du calcul matriciel, c'est de la théorie des graphes, ce sont des algorithmes et ils sont continuellement améliorés. Donc voilà, un exemple, mais il y en a tellement. D'ailleurs, la société de réassurance pour laquelle j'ai travaillé longtemps, le responsable de l'informatique était un mathématicien qui avait fait son master en informatique. Un exemple que j'aime beaucoup, c'est un exemple qui fait le lien entre les mathématiques et l'ingénierie. Les ingénieurs civils sont aussi des gens qui font beaucoup de mathématiques appliquées. Et d'ailleurs, pour pouvoir accéder aux études d'ingénieur civil, il faut passer un examen d'entrée en mathématiques, ce qui dit bien ce que ça veut dire. Et l'exemple que je reprends ici, c'est un exemple intéressant qui vient, si je puis dire, des Pays-Bas. Hein. Si vous ne le savez pas, 60% des Pays-Bas sont en dessous du niveau de la mer. C'est assez incroyable quand on y pense. Donc, ils ont asséché des zones de mer et ils ont construit dessus, ou ils ont planté, ils ont créé des champs, des plantations. Mais ça veut dire qu'il y a un risque que beaucoup de pays ne connaissent pas, c'est que si jamais il devait y avoir une inondation, elle pourrait être catastrophique, puisque si de l'eau arrivait dans cette partie en dessous de la mer, ce serait une vraie catastrophe. En fait, les Néerlandais sont devenus les plus grands spécialistes au monde des digues. Et ils ont des digues parfois très sophistiquées, comme on le voit sur les images, ou parfois relativement simples. Là, vous voyez un système de digues qui s'ouvre et qui se ferme. Ici, un système aussi très, très sophistiqué, un peu comme des écluses. Et donc, ils sont devenus les plus grands spécialistes du monde parce que chez eux, c'est une problématique vitale. Mais la question qui se pose, c'est mais comment fixer la hauteur des digues? Est-ce que ces digues-là sont suffisamment élevées pour éviter une inondation en cas de tempête, de vagues extrêmement fortes? Et pour ce faire, on utilise ce qu'on appelle la théorie des valeurs extrêmes. Et qu'est-ce que c'est que la théorie des valeurs extrêmes? C'est une théorie qui permet d'estimer la probabilité d'événements extrêmes, par exemple des vagues d'un tel niveau, d'une telle hauteur qu'elles passeraient au-dessus des digues, et qu'on estime cette probabilité sur base des observations passées, puisque voilà, vous observez le niveau de la mer, et vous savez que parfois le niveau est très élevé.
quelle est la probabilité d'observer un événement qu'on n'a jamais observé, bien entendu. Il n'y a jamais eu d'inondation de 60% des Pays-Bas. Donc, on parle d'événements qui sont vraiment extrêmes, qui ne se sont jamais passés, mais qui pourraient se passer. Et de nouveau, on va fixer la hauteur de la digue en fonction d'une tolérance. Comme je le disais tout à l'heure, on va accepter que ça arrive parfois, parce que sinon, il faudrait monter des digues qui seraient, je ne sais pas moi, de 50 mètres de haut, ce qui serait absolument impayable et très très moche aussi, hein, parce qu'on n'aurait plus aucune vue. Donc, on va les fixer à un niveau tel que la probabilité qu'elles soient dépassées est très faible. Et de nouveau, vous fixez en fonction d'une tolérance. Vous voulez quoi? Que ça se passe une fois tous les 100 ans maximum, ou une fois tous les 500 ans maximum, ou tous les 1000 ans. Au plus vous allez vouloir réduire le risque, au plus votre digue va devoir être élevée, ce qui coûte évidemment beaucoup d'argent. Donc, voilà, c'est un choix politique. Et de nouveau, on parle de deux choses ici. Un, d'une théorie, d'un modèle mathématique qui aide à prendre des décisions. Et deux, d'une tolérance au risque. Vous voyez qu'il n'y a pas qu'en assurance qu'on parle de ce genre de choses. Alors, quelques exemples encore, hein, les mathématiques et le marketing. Alors, je prends un exemple très, très, très concret. Vous voulez mesurer l'effet d'une campagne publicitaire. Donc, vous vendez des produits, vous vendez du chocolat, et quand vous ne faites pas de campagne publicitaire, vous vendez une quantité 10, disons que c'est 10 tonnes de chocolat, et quand vous faites une campagne publicitaire, vous en vendez 11. Alors, je ne vais pas parler en tonnes, je vais parler en unités. Donc, 10 et 11, c'est des très petits chiffres. Et donc, vous n'avez pas de campagne, vous en vendez 10, vous avez une campagne, vous en vendez 11. C'est très peu comme différence. Donc, est-ce que vous pouvez conclure que la campagne a de l'impact? C'est difficile à dire, parce que 1 de différence, c'est très peu. Donc, on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas d'impact. Imaginez maintenant la même chose, 100 fois plus grand. Vous vendez 100 campagnes, vous obtenez 1000 ventes contre 1100 avec campagne. Là, il y a 100 de différence. Là, vous dites, oui, ma campagne publicitaire, elle a peut-être quand même bien de l'impact. Comment est-ce que je peux dire si finalement ma campagne publicitaire a de l'impact? Eh bien, il y a des tests statistiques qui permettent de répondre à la question. C'est tout l'objet des tests statistiques, c'est de répondre à ce genre de questions. De nouveau, c'est un outil mathématique qui vous permet de voir dans quelle mesure une campagne publicitaire a de l'impact ou non. Et il est évident que les nombres que vous observez auront de l'importance. Mais donc voilà, c'est exactement à ça que répondent les tests statistiques à ce genre de questions. Et on va voir que dans d'autres domaines, on a des questions tout à fait similaires. Et je vais parler un tout petit peu de mathématiques et de médecine. Et on se retrouve exactement dans la même problématique. Une des questions qui se posent en médecine, c'est l'impact d'un nouveau médicament ou d'un médicament par rapport à pas de médicament. C'est la même chose. Et donc, l'ancien médicament, quand on le donnait à 10 malades, on avait 6 guérisons sur 10 patients. Le nouveau médicament, on a 8 guérisons sur 10 patients. Est-ce que le nouveau médicament est plus efficace que l'ancien? De nouveau, 8 par rapport à 6, ça peut sembler une toute petite différence. On n'a que 10 cas. Est-ce qu'on peut conclure? Point d'interrogation. La même chose, imaginons que maintenant, sur 1000 patients, 600 soient guéris avec l'ancien, 800 avec le nouveau. Intuitivement, vous vous dites là peut-être, il y a peut-être bien un impact. Ce nouveau médicament fonctionne peut-être mieux. À nouveau, on ne sait pas répondre sur base de l'information qui est là, mais en mettant en œuvre des tests statistiques, on répond à la question. C'est la même problématique que le marketing, mais appliquée au domaine de la médecine ou de la pharmacie. Puis un autre domaine où on retrouve des applications mathématiques, c'est ce qu'on appelle la reconstruction de l'image du corps humain par des mesures extérieures. Donc, on va mesurer tout ce qu'on peut mesurer à partir de l'extérieur du corps et obtenir une image de l'intérieur de votre corps. Vous avez sans doute entendu parler du scanner, de la résonance magnétique nucléaire. Eh bien, ça aussi, c'est de l'application mathématique
Et en réalité, on utilise notamment ce même genre de technique pour comprendre l'intérieur de la Terre. C'est la même chose. On observe à l'extérieur de la Terre pour savoir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, c'est la géophysique ou aussi l'astrophysique. Donc, voilà, là aussi, derrière tout ça, beaucoup de mathématiques et donc de mathématiciens. Les mathématiques permettent aussi, comme toute science, comme tout domaine finalement, de faire de la recherche. On peut faire de la recherche en mathématiques pures, et la recherche en mathématiques pures n'a pas pour objet de donner des applications, mais souvent, les développements de mathématiques pures ont donné lieu par après à des applications pratiques. Je vous parlais de l'exemple des nombres complexes préalablement. C'est exactement ça. Au départ, les nombres complexes ont été établis pour trouver des solutions à des équations qui n'en avaient pas. Et puis, ça s'est retrouvé appliqué en électromagnétisme. Eh bien, voilà. Là, donc, les maths pures gardent tout leur sens parce que souvent, à un moment donné, plus tard dans leur vie, si je puis dire, elles trouvent des applications. Et puis, on peut faire aussi, bien sûr, de la recherche en mathématiques. Voilà. J'ai dressé un panorama des métiers du monde, des métiers des mathématiques, et je voulais effectivement vous dire que pour beaucoup de mathématiciens, c'est le plus beau métier du monde et que beaucoup à refaire, referaient les études et referaient le métier qu'ils font. Donc voilà, si vous avez le goût des maths, surtout, n'hésitez pas, lancez-vous parce que ça vaut vraiment la peine. Euh, En termes de questions-réponses, bien entendu, cette conférence étant enregistrée, je ne peux pas prendre vos questions en direct, mais je répète mon adresse email ici. Et si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, ceci termine cette conférence et je vous remercie pour votre attention. Au revoir.